Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Christine Faucher, connectée depuis le Luxembourg et plus précisément de ma mère, pas, pardon, de ma mère, pas loin de Luxembourgville. Christine va nous parler de la puissance du questionnement. Bonsoir Christine. Bonsoir Yotis, bonsoir à toute la communauté synergienne, synergien et bonsoir à tous les ambassadeurs ICF Synergie et joyeux anniversaire déjà. Merci Christine. Alors Christine, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je me sens honorée vraiment d'être là, c'est une vraie chance, un plaisir aussi. J'étais un peu stressée en arrivant et là je me sens à l'aise, vraiment je suis cool. Après Athéna, c'est au tour d'Artémis. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça que je t'appelle depuis de nombreuses années. J'ai d'ailleurs dû m'entraîner plusieurs semaines pour t'appeler Christine ce soir. Alors Christine, je sais que tu portes également une attention particulière au prénom. Dans ton exercice webinaire qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, on a fait la connaissance de ton chihuahua, Machu Picchu. Alors Machu Picchu a une petite copine, Corinne Cancha. Et il y a quelques jours, les deux sont devenus parents de Stone et Ange. Tout d'abord, comment vont-ils? Ils se portent très très bien, très bien, surtout les petits, ils grossissent à vue d'œil, c'est assez impressionnant, mais ils sont tous en super forme. Ouais. Alors Machu Picchu, Corinne Cancha, Stone et Ange, comment as-tu fait pour choisir ces prénoms? Machu Picchu, c'est vraiment le Pichu qui m'a plu. En fait, un nom, surtout un nom de chien, on le répète plusieurs centaines de fois par jour, je pense. Donc, fallait que ça soit un nom qui me parle. Et puis, de Machu Picchu, je suis passée au Coricancha, qui est un nom aztèque aussi, et un temple du soleil. Et puis, Stonehenge, Stone et Henge, là, c'est venu comme ça, parce que c'est une grande révélation pour moi. Stonehenge, c'est vraiment un lieu que j'affectionne très particulièrement. Christine Faucher, originaire de Lille, tu es coach MCC, formatrice, superviseur, mentor, coach holistique, hypnothérapeute et maître formatrice à la programmation neurolinguistique. Commençons depuis le début. C'est à la suite d'un master en marketing et communication à l'ESC, La Rochelle en France, que tu commences ta carrière à Paris dans le groupe Marie-Claire, holding du groupe de presse féminin français. Passionné par la communication, tu fais le tour de plusieurs pays européens entre la France, les Pays-Bas et en 1999, on te retrouve au Grand-Duché du Luxembourg où tu travailles au siège de l'un des pionniers de l'Internet par satellite, les satellites Astra. En 2006, à tes 33 ans, tu réalises l'importance de la place de l'humain en entreprise et à la suite de la lecture d'un livre bien connu dans le monde du coaching, Le métier de coach de François Delivray, tu changes de carrière et décides de faire du développement humain ton métier. Et c'est là que tout s'enchaîne. Tu passes d'une institution à l'autre pour te former sur des sujets différents liés au développement de l'humain et des fois identiques pour pouvoir bénéficier des différentes perceptions de chaque formation et d'ainsi approfondir encore plus tes connaissances. C'est ainsi que tu te formes au coaching dans différentes institutions telles qu'entre autres Coaching Ways International où tu as été formatrice par la suite, à la PNL chez Alain Carole et puis Richard Bandler, à l'énéagramme, à l'hypnose de base et à l'hypnose ericksonienne, à la gestion des émotions et tu te spécialises en hypnose de guérison quantique grâce à la méthode de Dolores Cannon pour se détacher et en finir avec le jeu des vies antérieures. On l'a dit, tu enseignes dans le coaching, la PNL et tu as été également enseignante vacataire à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne pour l'orientation professionnelle des jeunes. Avec 15 années d'expérience en coaching de vie, de leadership et de bien-être, tu mets l'accent sur l'activation du potentiel, la création de la clarté, la transmutation des blocages vers le succès, l'épanouissement et la liberté. Tu veux inspirer le désir d'être à sa juste place, motiver les autres à croire en ce qu'ils sont, en ce qu'ils font et les aider à donner un sens à leur vie. Adopter une approche holistique signifie pour toi que notre attention soit dirigée vers notre esprit, notre corps et son ensemble. Tu aides ainsi tes clients à la découverte d'une plus grande conscience de soi et d'apprécier un équilibre, une santé
et une vitalité renouvelée pour harmoniser et créer une vie plus équilibrée et plus épanouie. Être proche de la nature, c'est important pour toi. La force de la vie dans l'éducation canine, par exemple, on en a parlé avec Machu Picchu, Corinne-Conchas, Stonehenge. Tu t'émerveilles à chaque saison. Pour toi, la nature est inspirante. Tu vis depuis des années en plein cœur de la nature dans le parc naturel de la Haute-Sure au Grand-Duché du Luxembourg. Tu aimes le jardinage, ton potager, tes bonsaïs et art des jardins japonais Niwaki, l'aromathérapie avec tes nombreuses huiles essentielles, la lithothérapie et l'énergie des cristaux. Aussi la méditation, tu t'intéresses fortement à la médecine ayurvédique et siddhavédique, approche holistique de la vie qui prend en compte le mental, le corps et l'esprit. Tu as une passion pour les anciennes civilisations et les lieux hautement énergétiques. Tes expériences les plus marquantes et inspirantes sont Ashram Dhamma dans le Kerala en Inde et Stonehenge en Angleterre. Christine, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour qu'on puisse en savoir davantage sur toi? Waouh, je sais pas quoi rajouter. Merci en tout cas, Yatis. Ouais, c'est vraiment la nature. Ma dernière passion, c'est vraiment les niwaki et les bonsaïs, hein. C'est comment façonner à notre manière, mais en même temps laisser la nature faire. Donc, j'aime beaucoup. C'est très épuré, c'est très esthétique. J'adore les bonsaïs. Ouais. Alors, tu vas nous parler de la puissance du questionnement. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Là, vraiment, pour moi, ce qui m'a poussé à vous présenter ce webinaire, c'est parce que dans les nombreuses supervisions que j'organise, je me rends compte que c'est la question primordiale qui revient en fait. Et c'était de trouver une technique, mettre en place, en tout cas, une modélisation peut-être ou une simplification. J'aime bien quand c'est simple et d'utiliser des outils très simples pour pouvoir arriver à cette puissance du questionnement ou cette efficacité dans le questionnement. Merci Christine, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis, à tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors nous y allons. Pour commencer, en préambule, comme on est super nombreux et que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, je nous propose de nous inviter dans le confort de ce salon et d'être unis, connectés ensemble ici. Alors prenez le temps de choisir votre fauteuil, de ressentir le feu, la chaleur, la lumière tamisée, et qu'on puisse se trouver ensemble en intimité. J'aime bien quand on est en petit groupe et qu'on puisse échanger. Et moi, ça me permet de me connecter à vous à travers ce visuel et d'être en intimité et proche de vous. Où que vous soyez, maintenant nous sommes tous connectés ici. Alors, sur le thème du questionnement puissant, selon Eugène Ionesco, ce n'est pas la réponse qui illumine, mais la question. Et c'est bien ce dont il va s'agir ce soir, de voir comment la question ou le questionnement va pouvoir avoir un impact sur nos vies, sur la vie de nos clients, et qu'est-ce qu'on en fait en fait à travers la réponse qu'elle va susciter, qu'est-ce que ça va déterminer pour nous. Et pour cela, je nous propose déjà de prendre un petit temps de réflexion pour savoir pour vous-même quelle question a eu un impact dans votre vie. Pour cela, je vous suggère éventuellement de vous remémorer une situation dans laquelle qui a eu un fort impact et de remonter un tout petit peu avant ce changement de situation et de vous remémorer la question qui a eu et qui a provoqué ce grand changement dans votre vie ou l'impact que ça a eu. Et pour bénéficier de toute la collectivité, nombreuses collectivités que nous sommes ce soir, de le partager dans le chat. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous souvenir de cette question qui a eu un impact dans votre vie. Moi, j'ai fait le jeu aussi, je vais vous présenter la mienne. Et puis, on en aura plein d'ici la fin de la soirée, c'est ça qui est génial. Alors, j'en ai choisi une qui a eu un fort impact pour moi. Et il s'agit d'une question fermée. Je voulais démontrer qu'une question fermée pouvait avoir un énorme impact dans notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'une question fermée telle que veux-tu m'épouser a un impact? Ce qu'on peut voir derrière, c'est l'émotion que ça va procurer. Donc, une question qui a un impact, c'est une question déjà qui nous procure une forte émotion. Et en plus, c'est peut-être aussi un rêve de petite fille, un inconscient collectif, un inconscient personnel. Et c'est sûr qu'on reste généralement, en tout cas moi, quand on m'a posé cette question, je suis restée sans voix et avec beaucoup de joie. Ça, c'était la première question qui a eu un impact dans ma vie. Et la deuxième,
qui se situe à un autre niveau et où j'ai mis beaucoup de temps à répondre, c'est qu'est-ce que tu veux? Cette question, je la garde régulièrement en tête. Elle a été surtout au moment de mon changement de carrière très importante pour moi. C'est là où j'ai mis plusieurs, même mois avant de pouvoir y répondre. J'étais pas certaine de ce que je voulais. J'avais conscience de ce que je voulais pas, mais pas forcément de ce que je voulais. Donc là, on est vraiment sur des très hauts niveaux logiques. On est sur de l'identité, sur même de l'ordre de la mission de vie. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous présenter cette question, sachant que selon le docteur Naram, qui est un maître Siddha védique justement, il précise lui que 95% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc on a vraiment du travail à faire avec nos clients et avec nos proches. C'est ça qui est chouette, voilà, de les accompagner dans vraiment prendre conscience de quelle est leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Yotis, je te rends la parole pour savoir un petit peu les questions qui ont eu un impact. Alors, il y en a énormément. Cool. Et nous avons Walter qui dit: qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ton rêve? Eliane Super. qui dit: quelle est ma mission? Jean-Pierre: quelles sont les limites de ma perception? Daniela: qui aimerais-tu être? Oui. Delphine: quel serait le plus grand rêve de ta vie? Isabelle: pourquoi es-tu ici? Mylène: qu'est-ce qui t'en empêche? Uriel: enceinte solo, est-ce que je garde l'enfant? Camille: à quoi t'identifies-tu? Alors, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Isabelle, encore une autre Isabelle: qu'est-ce qui nuit à ton bonheur? Lionel: quel est le sens? Oui, on en a énormément et ça continue à défiler. Donc, je vais en prendre encore une ou deux. Maria Rosa: quels sont mes vrais besoins? Valérie: quelle est la question que tu ne te poses pas? Et on va prendre une dernière. Agnès: qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Waouh, génial. Merci. Merci à tous pour avoir répondu. C'est super, c'est inspirant. Alors, notre agenda, le questionnement puissant. On va commencer par les freins. L'idée, c'est de les mettre en lumière et puis de voir au fur et à mesure comment on peut les lever dans ce séminaire, dans ce webinaire. On va suivre par les compétences relationnelles, les compétences techniques et les compétences émotionnelles. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai commencé les compétences relationnelles dans cet ordre-là, avant les compétences techniques. On commence tout de suite par un sondage. Qu'est-ce qui vous freine à poser des questions puissantes? Est-ce que c'est un manque d'assurance, un manque d'expérience, la difficulté à être en présence et manquer éventuellement d'écoute, ou le respect du problème? Et 5 autres. Yotis, je te rends la parole. Et voilà, le sondage est lancé. Donc, qu'est-ce qui vous freine à poser des questions puissantes? Le manque d'assurance, le manque d'expérience, la difficulté à être en présence, le respect du problème du client, autre. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre à la question. Donc, vous êtes à presque 80% et on arrête le sondage ici. Et voici les résultats. Avec 38% le manque d'expérience, 19% le respect du problème du client, 17% le manque d'assurance, 14% autres et 12% la difficulté à être en présence. Wow. Merci beaucoup de cette réponse. Alors allons-y, voyons ce qui peut être nos freins à poser des questions puissantes. Évidemment, le manque d'expérience, ça c'est généralement ce qui revient en premier lieu quand on commence ou quand on débute à coacher. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de secrets, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pour ça, je vous propose éventuellement de faire plus des séances d'intervision avec d'autres coachs, ou alors d'aller chercher des clients dans les associations qui vous permettraient de faire plus de pratique. Donc c'est vrai que le manque d'expérience est souvent un frein. Le manque de présence et ou d'écoute, c'est très 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 important d'être aligné, pour moi quand on coach, d'être totalement dédié au client, et souvent on n'est pas suffisamment préparé. On verra tout à l'heure en fin de webinaire comment on peut améliorer sa présence et son écoute à son client.
La peur de ne pas savoir quoi faire de la réponse, d'être déboussolé. Souvent, j'entends ces réponses-là aussi. Donc, comme j'ai peur de la réponse qui va découler, je préfère pas la poser. Notamment, souvent, ce sont des peurs par rapport aux émotions ou à l'état émotionnel de la personne. Par rapport à ça, en fait, là où ce que je vais vous conseiller de faire, ou ce que pour moi est utile de faire, c'est de faire un grand travail personnel, parce que en tant que coach ou en tant que thérapeute, on ne peut aller que là où on a été soi-même. Et généralement, si on n'a pas suffisamment travaillé sur soi-même, d'où l'importance de faire soit des séminaires de développement humain ou de thérapeutique, eh bien, on va pas oser poser notre question à nos coachés. Et enfin, ça arrive aussi assez souvent, je l'avais pas mis dans le sondage, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est une confusion de rôle en fait. Souvent, les personnes confondent ce qu'elles font avec qui elles sont. Et pour pas décevoir le client, eh bien, je vais pas lui poser des questions qui risquent de le déranger. Alors pour moi, à ce niveau-là, la réponse appartient toujours au client. Nous, on pose des questions, il a le droit de répondre ou pas répondre. Ça fait d'ailleurs partie de l'éthique et du cadre. Et se dire qu'on est là pour être reconnu par nos clients, il faut apprendre à s'en détacher réellement. On est là pour être efficace, pour les accompagner dans leur réussite et pas forcément pour être aimé et reconnu en tant que personne. Ça se travaille aussi. Allons-y sur les compétences relationnelles. Importance de créer l'alliance avec notre client avant de pouvoir lui poser des questions qui risquent de le déranger ou en tout cas de déranger son problème. Alors pour ça, je refais un petit rappel sur la fenêtre de Géary. Donc la zone publique, c'est la zone qui est connue de moi et connue des autres. C'est tout ce que vous voyez. Là, je suis devant vous. Vous voyez que j'ai des lunettes, vous voyez les slides. Vous savez que, puisque Yotis vous l'a dit, je suis située à Mamers, chez des amis d'ailleurs que je remercie de me recevoir. Et aussi, voilà, ça c'est la zone publique puisque je vous le donne en même temps. Donc ça c'est notre zone publique connue de vous, connue de moi. Dans ma zone aveugle, c'est tout ce qui est connu des autres et pas connu de moi. C'est là que, en tant que coach, on intervient, notamment quand on donne du feedback, l'importance de donner du feedback à notre client ou de relever des choses pour notre client. Je vous donne un exemple. Si à chaque fois que je pose une question de l'ordre émotionnel à mon client et qui devient soit tout rouge ou qui devient agité, il s'agite les mains comme ça, à ce moment-là, il en a peut-être pas forcément conscience et je peux lui donner ce feedback-là et en lui disant, voilà, à chaque fois que je te pose ce type de questions, il y a un phénomène qui se passe chez toi. Donc là, je vais renforcer sa zone publique puisque ça sera à ce moment-là connu de lui et connu de moi. Donc un moyen de diminuer la zone aveugle, c'est de demander du feedback ou de le recevoir, bien entendu. Alors une zone qui nous intéresse particulièrement en coaching, c'est la zone intime. La zone intime de notre client, qui, elle, est connue du client mais pas des autres. Et donc, un des moyens de agrandir cette fenêtre-là, c'est de lui permettre de se dévoiler. Pour ça, il faut bien sûr créer une alliance avec le client, une forte confiance et intimité. La différence pour moi entre confiance et intimité, la confiance, c'est ce qui va me donner de l'ordre de la zone publique, dans le sens où il va pouvoir me donner des informations du style, si je prends un exemple, mon patron me donne trop de travail, je finis tard tous les soirs. Ça, c'est de la zone publique. Il me donne cette information à titre de confiance. Et la zone intime, c'est tout ce qui va être de l'ordre émotionnel et des valeurs et des croyances. Et l'objectif va être de poser des questions pour ouvrir cette zone intime chez notre client. Donc, si je lui demande, quand votre patron vous donne trop de travail, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous risquez? Et là, il y a de fortes chances qu'ils me disent, c'est un exemple, qu'ils me disent, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de perdre ma famille si je continue comme ça, etc. Ou j'ai peur de devenir malade, tout simplement. Et donc là, on arrive bien sûr dans la zone intime du client avec ses peurs. Et enfin, notre zone inconsciente qui est inconnue de moi et inconnue de l'autre. Eh bien, une fois qu'on a ouvert la zone aveugle et ouvert la zone intime, on permet à cette zone inconsciente d'émerger. Donc, c'était ce qui n'était pas conscient devient conscient. Et c'est bien ça qu'on cherche en coaching, notamment la prise de conscience. Voilà pour cette fenêtre de Johari. Alors, en quoi la relation est
primordial en coaching, c'est vraiment toujours faire la part entre la relation et l'objectif. Et là, je vous ai illustré ce qui se passe pendant un coaching. Donc, quand je suis bas dans la relation, c'est que généralement j'ai une empathie qui est pas très développée, donc je suis plutôt peut-être même antipathique pour mon client, ce qui serait pas franchement sympa, mais bon, voilà. Plus je monte dans la relation et que si je suis focalisée uniquement sur la relation, le risque devient donc la prise en charge avec un parent nourricier, la prise en charge du client, voire de faire même peut-être à sa place, par excès de relation avec le client. Et souvent, il y a un besoin d'être aimé, d'être reconnu, qu'on a vu tout à l'heure qui était un des freins, quand il est poussé à l'excès, ce qui fait que je privilégie vraiment la relation et donc je vais me sentir super bien avec mon client, on va passer un bon moment, mais je risque de ne pas forcément aller bien loin dans l'avancement de sa problématique et la réussite de son objectif, l'atteinte de son objectif. Donc vraiment on a ces deux actes. L'objectif, inversement, si je focalise que sur mon objectif, j'ai une analyse qui est plutôt faible, plus je suis proche de la relation, c'est que j'ai pas forcément bien analysé ce qui se passait par rapport à sa demande, bien compris ce qui se passait dans sa demande. Plus je vais aller être focalisé que sur l'objectif, là je vais être plutôt dans une prise en charge de parents normatifs, c'est-à-dire lui presque d'être dans tout ce qui sera plutôt du consulting aussi, de lui dire comment faire, quoi faire surtout. Et là, j'ai plutôt un besoin de contrôle qui se manifeste, besoin de savoir, d'avoir la réussite à la place de mon client finalement. Donc c'est que je veux vraiment l'amener moi-même à atteindre son objectif sans prendre en compte qui il est et toute sa dimension humaine et personnelle. Alors l'idée, c'est de développer nos compétences relationnelles, bien entendu, de confiance, d'humilité, d'alliance, de faire alliance avec le client. J'aime bien ce mot-là, faire l'alliance. Bienveillance, l'authenticité, l'intimité, à la fois nous et lui. On peut aussi partager nos ressentis. Et pour l'objectif, c'est d'avoir des questions ouvertes, d'avoir une analyse de la structure, une compréhension du process, et ce qui va nous amener à avoir des questions efficaces. Plus je serai dans cette compréhension de ce qui se passe, de la structure de la personne, plus mes questions vont être efficaces pour la réalisation de son objectif. Tout ça en donnant régulièrement des signes de reconnaissance, du feedback, qui nous amène à la bonne question, la question efficace, là où l'est, et qui permet ce fameux déclic, enlightenment en anglais, que je trouve très chouette en fait, et qui est la méga prise de conscience ou la prise de conscience dont le client avait besoin pendant sa séance. Position de perception, ça c'était vraiment important et primordial. Moi, ça a été un bon déclic aussi pour moi, quand j'ai compris comment j'arrivais à poser des questions puissantes. Qu'est-ce qui faisait la différence en fait. Donc, on a la position associée. On a 4 positions de perception. Donc, la position associée en tant que coach, je suis associé moi-même à mes émotions. Donc, je suis en train de ressentir tout ce que le client va m'expliquer et je vais le vivre avec mes propres filtres à moi. Donc, s'il est en train de me dire qu'il a une telle difficulté, je peux la ressentir aussi. Et ça va peut-être faire appel à mes propres difficultés que j'ai pu avoir, ou en tout cas faire des résonances si je suis trop associé. La position 2 qui est identifié, c'est-à-dire que ce sont les émotions du client, donc le client qui est lui-même associé à ses propres, à ce qu'il raconte, à sa propre situation, et on appelle ça identifié. Donc c'est associé, mais pour le client, donc c'est la position associée de l'autre. La position dissociée, c'est quand j'ai ma capacité à prendre de la distance émotionnellement par rapport à ce que je raconte. Je suis pas en train de le vivre émotionnellement. Je peux parler de la situation et plus particulièrement de moi à la troisième personne du singulier. Et enfin, la position méta, où j'arrive à avoir une projection, une perspective par rapport à ce qui se passe, donc à sortir de la situation de façon plus collective. Alors, en tant que coach, en quoi c'est important de connaître tout ça? Quand je suis trop associée, ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça va être fatigant parce que ce sont les émotions qui fatiguent. Donc, mes séances vont peut-être me fatiguer beaucoup plus que si je suis dissociée. D'où l'importance de savoir se dissocier, se préparer mentalement, mais aussi de se dissocier quand le client nous raconte son histoire, ses difficultés et de pouvoir être pleinement
Ça va augmenter notre qualité d'écoute d'ailleurs, puisque je serai pas en train de ressentir et de tout digérer pendant qu'il est en train de me raconter son histoire. Ça va augmenter ma qualité de présence en étant dissocié. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'être vraiment pleinement à l'écoute et la présence du client. Et un des moyens, c'est de se dissocier soi-même en tant que coach. Le client, lui, peut être associé ou dissocié. Ça, on verra les techniques pour l'associer et le dissocier. Alors, par rapport au questionnement puissant, quoi c'est important, c'est à la fois, moi, ce que j'ai analysé, c'est d'être en majorité dissocié quand le client me parle. Et la subtilité, pour moi, c'est de s'identifier à ce qu'il fait. C'est-à-dire que je vais me mettre dans ses chaussures, le temps juste de pouvoir bien ressentir, de pouvoir faire comme lui, de pouvoir mettre à sa place. Et hop, je reviens. Donc, c'est un jeu, en fait, de dissocier, identifier, et de temps en temps, si j'y arrive pas, mais bon, plutôt identifier et dissocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre client, il va nous raconter quelque chose, c'est là où, quand on s'identifie, on va pouvoir réellement se dire, là, il me manque quelque chose. Il me manque un morceau d'information, ce qui fait que je n'arrive pas à faire comme lui. Et quand on a ça, c'est là où on va pouvoir poser la bonne question. Je donne un exemple. Il me dit, voilà, j'ai peur d'aller, alors c'est toujours des peurs, hein, ou alors ma voisine m'a mis en colère, ou je me suis, j'ai été en colère, etc. Et en fait, il me manque une partie d'information, et ça pourrait être certainement la croyance qui est derrière. Donc, et ça va pas être verbalisé. Donc, je sais qu'il me faut la croyance du client pour pouvoir faire comme lui. Et donc, ces positions de perception sont très, très, très importantes à connaître. Et des clés pour le questionnement d'ailleurs, une des clés. Alors, une communication fluide. Donc, on parle de calibrage, synchronisation et guidage. À quoi ça va servir? Donc, c'est toujours, on est bien dans les compétences relationnelles. Plus je vais avoir une relation qui est forte, plus je vais m'autoriser aussi à la fois poser des questions au client et surtout le mettre en confiance lui-même. Donc, pour ça, j'ai besoin de calibrer mon client, aussi bien dans le non-verbal. Hein, donc, non-verbal, c'est toute la gestuelle, sa manière de se comporter. Et dans le verbal, là, je vais être aussi très attentif. Il y a plusieurs choses auxquelles je vais être attentive, notamment on parle de VACOG, donc de l'utilisation des mots qu'il va utiliser, son registre de vocabulaire. Est-ce qu'il est plutôt dans le visuel, dans l'auditif? Alors dans le visuel, il va utiliser des mots comme je vois, mon objectif, c'est clair, c'est limpide. En général, ça, ce sont du registre du visuel. S'il est plutôt auditif, il va plutôt avoir tendance à dire bah, ça résonne bien, ça me sonne, ça me parle, je me dis, etc. Donc il est plutôt auditif. Et enfin, quelqu'un qui sera plutôt dans le kinesthésique, lui, il va utiliser des mots de ressenti, c'est lourd, c'est pesant, c'était léger, etc. Donc là, déjà, ça me permet justement ensuite d'utiliser ce même registre. Et il y a aussi des mots auxquels il faut être vraiment attentif dans la manière de calibrer, notamment s'il y a des répétitions et surtout dans les je dois, les injonctions, je dois, il faut, ça c'est important aussi de les repérer. C'est le système de croyance de la personne. Alors ensuite, je peux me synchroniser par ma posture par rapport au son non-verbal et par le choix de mes mots aussi. Et puis, je vais le guider. Donc, pour ça, je suis confiant. C'est important d'être bien confiant et garant du processus et d'expliquer bien à notre client comment la séance a lieu, ce qui fait que je peux le guider. Alors, les compétences techniques. Mais avant d'aborder les compétences techniques, Yotis, il y a des questions? Tu veux que je réponde à des questions qui ont été peut-être posées dans le chat? Alors oui, il y a toujours des questions. Alors, nous allons en prendre quelques-unes. Alors ici, il y a bien sûr des questions qui concernent bien sûr les questions puissantes que tu as posées en début de webinaire. Et donc les gens continuent à compléter ça. Que ferais-tu? Tu étais certaine que le succès est possible, nous dit Sylvie Nuria. Quel est ton prochain pas pour réaliser tes rêves? Nous dit Pascal. Quel est le sens du gustatif dans le VACOV? Nous demande El Hadji. Le sens du gustatif.
Alors oui, là, en fait, moi j'ai réduit le VAC juste au VAC, hein, parce qu'on s'intéresse principalement à tout ce qui est visuel, auditif et kinesthésique. Mais il existe évidemment l'olfactif et le gustatif qu'on met souvent qu'on associe souvent au kinesthésique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, nous dit Eladji. Je te laisse, moi, continuer, Ok. Christine, et on collecte les autres questions parce qu'il y en a beaucoup et elles se mélangent avec ta première question de début du Oui, webinaire. ok. On pourra compiler toutes ces belles questions. Encore merci de participer. Alors, maintenant qu'on a bien créé notre alliance, hein, faire alliance avec notre client, on va pouvoir s'autoriser à lui poser des questions. Et là, voilà, j'avais envie de vous montrer, je trouvais que c'était très chouette ce labyrinthe. C'est un vrai jardin. C'est le labyrinthe Colette et c'est en Corrèze. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi le labyrinthe dans la tête de notre client. Quand il est perdu, il n'a plus accès à ses ressources pour pouvoir trouver les solutions. C'est pour ça qu'il fait appel à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser des questions, il va trouver des solutions, poser des questions, trouver des solutions, jusqu'à ce qu'on ait la bonne question qui lui permette d'avoir sa révélation, sa prise de conscience majeure et qu'il puisse retrouver le chemin. Alors, les questions, rapidement, évidemment, hein, on a vu au début de ce webinaire, il y a des questions fermées et des questions ouvertes. Évidemment, les questions fermées, on les recommande peu, elles sont assez peu génératrices de prise de conscience. En tout cas, elles peuvent avoir un impact, hein, comme on a vu. Elles permettent de valider et de la compréhension et de bien suivre le flux d'informations que nous donne le client et elles permettent aussi de faire douter les croyances. Ça, je l'utilise assez souvent pour dire mettez sûr. Voilà. Donc, par exemple, cette question-là, elle permet justement de mettre ce que j'appelle mettre des petits coups de canif dans les croyances limitantes. Alors, les questions ouvertes, les plus impactantes pour moi, hein, ou celles qui ont le plus d'efficacité, c'est qu'elles soient courtes et qu'on n'en pose qu'une seule à la fois. Ouais. Eh bien, il est temps de lancer le deuxième sondage. Et c'est parti pour le prochain sondage. Donc, que faites-vous après avoir posé une question puissante? Première possibilité, je laisse un long silence. Je suis gêné et reviens sur un sujet plus léger. Je n'arrive pas, ne pense pas poser de questions puissantes ou autres. Vous êtes très rapide pour cette question. Vous êtes à près de 80% à avoir répondu donc au sondage. Voici les résultats avec 93 ou 93%. Je laisse un long silence. 4%, je n'arrive pas à poser de questions puissantes. 2%, je suis gêné et 2% autres. Waouh, génial, hein, super, évidemment, on laisse un long silence. Félicitations à tous. Et oui, le long silence permet aux clients justement, enfin c'est primordial, hein, c'était aussi là, et merci encore d'avoir répondu aussi nombreux sur le lien YouTube. Mais ce silence permet justement l'intégration, que ça passe par la tête, que ça passe par le corps et par les émotions. Je pense que c'est vraiment essentiel. Voilà. Alors, quand on est gêné et qu'on revient sur un sujet plus léger, ça revient avec le frein je sais pas quoi faire de la réponse, donc hop, je m'en écarte et je n'arrive pas. C'est là aussi le frein de l'expérience. Pratique, pratique, pratique. Ça va venir, ça va venir. Alors, contenu versus structure. Là aussi, une des clés pour poser des questions puissantes, c'est d'avoir conscience de ce que je recherche comme type d'information. Alors, je vous donne la métaphore que j'aime bien de la tarte aux pommes, ma chère tarte aux pommes. Si je suis sur le contenu, je vais m'intéresser, ça va peut-être être très sympa, je vais avoir plein d'informations, je vais plutôt nourrir ma curiosité personnelle et ça va pas vraiment faire avancer mon client. Donc, les questions qui vont être en lien avec, qui sont sur du contenu, n'auront pas d'impact ou ne sont pas suffisamment efficaces. Par contre, d'être sur la structure de pensée, de fonctionnement du client, donc
qui il est bien plus complexe que les théories, hein, bien sûr, mais de savoir d'avoir en tête qu'il a des valeurs, qu'il a des émotions, qu'il fait des choses par stratégie, qu'il a des ressources, ça on est sur de la structure et c'est le questionnement qu'on va rechercher. Si je fais des questions par rapport au contenu, ça va être de type quel ingrédient as-tu utilisé, quelle est ta recette préférée, as-tu déjà essayé avec des poires, et puis voilà, et puis l'heure a passé, et puis en fait, le client il est reparti avec la même problématique qu'il avait au départ, ou le même objectif qui n'a pas forcément beaucoup avancé. En termes de structure, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme type de question? Imaginons que notre client, pour avoir raté, et c'est ça problème du jour, sa tarte aux pommes qu'il a l'habitude de réussir, a mis seulement 150 grammes de beurre dans sa pâte au lieu de mettre 180 grammes et toute la pâte a mal pris ou en tout cas n'a pas bien fonctionné. Alors, comment as-tu fait pour ne mettre que 150 grammes? Si je suis sur le comment, je m'intéresse déjà sur sa stratégie, sur qu'est-ce qu'il cherchait à faire avec ça. Qu'est-ce que tu voulais en faisant ça ou dans quel but? Et là, on va voir avec les niveaux logiques que ici, on est bien sur de la structure. Et alors, on pourrait imaginer comment as-tu fait pour ne mettre que 150 grammes? Soit j'en avais pas et c'est pas ça le problème, pas plus, ou je voulais perdre du poids et donc si c'était que ça soit plus allégé et là on est déjà sur quelque chose qui a du sens pour le client, donc il va essayer de nourrir quelque chose, une valeur d'esthétique ou de santé par exemple. Et qu'est-ce que tu voulais en faisant ça? Perdre du poids et derrière ça je visais quelque chose de plus haut. Dans quel but? Un autre outil enfin, j'aime pas les mots outils, hein, mais pour moi, c'est de comprendre la structure de la personne et qui résume souvent l'être humain. Bien sûr qu'on peut pas résumer un être humain à un index de computation, mais en tout cas avoir en tête qu'on a des processus internes, la manière dont je pense, mon système de pensée, mes croyances aidantes, mes croyances limitantes, comment je peux me projeter dans ma représentation aussi du temps, etc. Mes états internes qui sont interreliés, quand je vais avoir une pensée, ça va avoir un effet ou inversement un effet va avoir sur mes émotions. Et enfin, je vais avoir un comportement externe, donc je vais le manifester vers l'extérieur. La seule partie qu'on voit, c'est le comportement externe. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici dans le coaching, ça va être de connaître les états internes qui sont en lien avec ces comportements externes et la pensée qui est générée par rapport à ce comportement externe. L'idée, évidemment, c'est de valider nos valeurs, nos croyances, pour pouvoir ensuite les transformer en comportement. Donc, toujours avoir cet index en tête, puisque ça me permet à chaque fois de poser la question, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment les trois, si vous voulez en retenir celle-là, c'est d'avoir toujours ça en tête. Et là, je vais m'attarder sur mon deuxième outil de prédilection que je vous recommande, si ce n'est pas déjà le cas, de l'apprendre par cœur. En tout cas, pour moi, c'est un outil que j'affectionne particulièrement. Donc, les niveaux logiques, merci Robert Dilts et Gregory Bateson. Nous avons donc notre environnement. Là, ça va me permettre de cadrer la situation, de demander au client où ça se passe et quand ça se passe. Ça, on a juste un début et une fin en général. Donc là, on est réellement dans du concret. On va utiliser aussi toutes les questions liées à l'environnement et au niveau suivant qui est les comportements en début de coaching, éventuellement pour avoir un cadre et surtout vers la fin du coaching pour pouvoir lancer les actions à mettre en place une fois qu'il a eu sa prise de conscience. Donc, dans cet environnement où ça se passe et quand ça se passe, j'adopte des comportements. C'est qu'est-ce que je fais, c'est le quoi. Donc, quand vous posez des questions sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait après, etc., on est sur de l'ordre des comportements. On est bien sur des situations concrètes. À ces deux niveaux-là, il y a peu ou assez rarement de prise de conscience. Donc, quand vous posez ce genre de questions-là, vous savez qu'il y a peu de puissance en général. Plus je vais monter, et là c'est déjà bien intéressant, sur les capacités, j'aime beaucoup ce niveau-là qui est le comment. Donc quand vous posez une question avec comment,
vous utilisez les ressources, les stratégies des personnes. Donc, comment as-tu fait pour réussir ta tarte aux pommes ou la rater? Je vais te donner toute ma stratégie. Donc, sur les capacités, c'est les ressources aussi. Donc, c'est toutes les compétences où la personne elle a peut-être des compétences dans un domaine particulier et elle les utilise pas ou elle a plus accès et elle ne va pas les utiliser dans sa problématique. Donc, l'idée quand on va utiliser ce niveau des capacités, c'est de redonner accès aussi aux ressources, d'identifier les ressources dont la personne a besoin dans la résolution de son objectif pour pouvoir venir les ajouter et faciliter cette atteinte de l'objectif. Et puis j'aime bien, parce qu'on va monter encore un coup, hop, on arrive dans le niveau abstrait, les valeurs, les croyances. Donc dès qu'on va aller poser des questions à ce niveau-là, et donc là c'est dans quel but, pour satisfaire quoi, pour quoi, en 2 mots ou en un seul mot évidemment, et là on va avoir nos valeurs. Donc les valeurs c'est nos empreintes digitales intérieures, en fait les valeurs, les valeurs profondes en fait, c'est comme notre empreinte digitale, c'est la structure de qui nous sommes, ce à quoi on croit, ce qui va nous motiver, ce qui va nous lever le matin. Et j'ai l'habitude de dire, on ne va pas se lever pour arriver à l'heure, c'est-à-dire satisfaire la politesse en cours, mais bien plus, moi, la valeur qui est derrière, c'est la transmission, c'est le partage. C'est bien plus motivant que la politesse, évidemment. Donc, il y a une hiérarchisation de nos valeurs. L'association de nos valeurs ou les expériences passées vont nous amener à avoir des croyances. Là aussi, questionner sur les croyances. C'est très important parce que c'est là où, généralement, les questions ont un impact pour le client. C'est de mettre en lumière la croyance qui bloque, qui freine son avancée dans son objectif. Puis au-delà de là, on a notre identité, qui suis-je, mon rôle, ma mission. Ça, c'est ma passion, évidemment, hein, c'est de trouver ça, c'est donner du sens à sa vie, d'être vraiment dans sa mission. Mon rêve, c'est vraiment, le rêve, c'est l'appartenance. Ici, c'est juste au-dessus. Ça serait vraiment que chacun puisse être en pleine conscience de qui il est et justement de pouvoir réaliser pleinement sa mission de vie. Alors, par rapport à ces niveaux logiques, on a différents types de croyances qui peuvent venir perturber notre client et c'est bien d'en avoir conscience aussi, de pouvoir poser des questions sur ces croyances-là. Donc, quand le client est dans une type de croyance sans ressources, on est sur le niveau logique des capacités. Qu'est-ce que ça veut dire sans ressources? C'est moi, je ne crois pas que je puisse le faire, donc je ne me sens pas capable de le faire. Les autres peuvent le faire, mais moi, je ne peux pas. Donc là, l'idée, ça va être justement en solution, ce qu'on sait en tête, c'est de trouver des ressources qu'il a et qui puissent devenir avec ressources. Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important de le connaître. Sans valeur, pourquoi je ne m'étends pas? Parce que c'est assez long à expliquer. Sans valeur, c'est au niveau de l'identité. Donc là, je suis sur des types de croyances, de quoi que je fasse, je ne mérite pas. Souvent un problème lié à l'estime de soi. Quand on est face à ces problématiques-là, on peut justement amener la personne à se connecter à sa confiance en soi. La confiance en soi, plus elle va être développée, plus elle va augmenter l'estime de soi. Travailler aussi avec l'entourage proche et bienveillant du client pour qu'il puisse recevoir un feedback aussi et donc réaugmenter sa valeur. Alors, les types de questions qu'on va poser pour obtenir une croyance de type sans ressources, c'est comment tu fais pour ne pas y arriver. Et puis, s'il y a une récurrence, par exemple, dans quoi que je fasse, ça ne marche pas, là, on est plutôt sur du sans ressources. Et ici, on va poser des questions sur, non pas directement l'identité, mais mettre en lumière la croyance, je ne mérite pas d'eux, c'est pas pour moi, voilà, c'est pour les autres. Et enfin, on a une dernière qui est sans espoir, le monde est cruel. Là, l'approche, bon, on sort un petit peu du cadre du coaching, mais pour moi, l'approche est plus spirituelle, évidemment, hein, puisqu'on est dans le niveau de la spiritualité, c'est de se reconnecter à quelque chose de bien plus grand, de bien plus vaste, à un rêve, donc de reconnecter la personne au rêve, voilà, pour
dans le meilleur des mondes, imagine que tout est possible, on a un super monde, comment il devient. Et dans toute crise, finalement, on arrive donc le chaos précède toujours la réorganisation, donc ça c'est aussi une bonne croyance aidante. Peu importe le chaos dans lequel on n'a plus d'espoir, et ben tant mieux, c'est qu'on va pouvoir trouver une solution concrète à quelque chose de bien plus beau. Et je nous le souhaite à tous. Et bien voilà, le sondage numéro 3. Et c'est parti pour le troisième et dernier sondage de la soirée. Selon vous, sur quel niveau logique posez-vous majoritairement vos questions? Voilà, c'est lancé et vous pouvez y aller. Vous êtes à 70% et nous allons bientôt arrêter le sondage. 80% et on arrête le sondage ici. Voici les résultats avec 56% valeur croyance, 27% capacité, 14% comportement et 2% environnement et autres. Ah bah génial, donc vous êtes sur les bons niveaux, c'est chouette. Donc pour les autres, j'espère que c'est une prise de conscience pour vous-même et du coup d'aller vous questionner, d'aller sur les autres niveaux parce que vous allez voir, vous allez gagner en puissance dans votre questionnement et en efficacité. Alors, 2 livres que je vous propose ici. Bon, évidemment, c'est pas du tout exhaustif. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est sur les valeurs. Je suis comme je suis, d'Isabelle Nazar-Aga. C'est un de mes livres de référence sur les valeurs. Et puis, voilà, Robert Dilts sur les changer le système de croyance avec la PNL. Alors, toujours dans les compétences techniques, prendre en compte la ligne du temps. Et là aussi, c'est de prendre conscience de la manière dont vous posez vos questions. Ça a une influence sur l'inconscient du client, en tout cas, et en tout cas la présupposition qu'il est capable de faire les choses ou qu'il est dans la réussite. Pour moi, le passé, le présent, c'est le futur de mon passé et le futur est donc le passé de mon présent. J'espère que je suis claire. En tout cas, si ça vous embrouille, c'est très bien. C'est une notion qui notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, comme je vous l'ai dit en préambule. On a la possibilité d'aller se projeter dans le futur. Donc, en posant des questions, imagine que tu as tout réussi. Là, je suis dans le futur du client. Imagine qu'on est dans un an. Comment as-tu fait, et je vais utiliser le passé, comment as-tu fait pour faire toutes ces étapes? Et donc, il va me faire rétroactivement jusqu'à aujourd'hui toutes les étapes. Ça permet de lever des freins, ça permet de lever les sabotages. À ce moment-là, les croyances agissent beaucoup, n'agissent pas puisque la réussite a été faite et on peut trouver justement là où ça coincé pour le client. Alors l'utilisation du passé aussi, quand je vais poser des questions dans le passé, c'est plus pour aller chercher les ressources et là, je vais aller peut-être même les mettre au présent. Ma manière de m'exprimer, je vais l'utiliser au présent, même si j'étais les chercher dans le passé pour bien montrer au client que c'est ici et maintenant et qu'il les a toujours. Et je vais terminer sur les compétences émotionnelles et la notion de présence. Alors, la présence, c'est très très important évidemment. Ça a une qualité sur une influence sur notre qualité d'écoute. Donc, travailler votre présence, c'est d'être préparé, c'est de travailler sur le mindfulness par exemple, méditer un petit peu. Il y a plein de techniques en fait pour être de plus en plus présent et d'être vraiment là pour le client. Et aussi la capacité à se détacher pendant le temps du coaching, d'être dans la bulle avec le client. Et on avance sur les compétences émotionnelles parce qu'elles ont un grand impact aussi en général, et d'où l'importance de connaître les émotions, en tout cas leur fonction. Ici, pour la peur, c'est le danger. Donc, c'est d'être face à un danger. Pardon, le déclencheur, c'est le danger. La fonction, c'est de protéger, de me protéger de ce danger. Le besoin qui est derrière, c'est un besoin de sécurité. Donc, on va pouvoir amener le client à être plus dans la sécurité. Et l'action, c'est proposer un cadre rassurant
Alors pour cela, ça va être de questionner pour avoir l'information, ça va être de questionner sur les risques réels, est-ce qu'ils sont réels ou fictifs, imaginez, sachant que la plupart des peurs chez nos clients sont pas réelles, c'est une projection du futur par rapport à une expérience que j'ai pu vivre dans le passé, et bien plus qu'on ne pense d'ailleurs, puisque comme Yotis vous l'a dit, je travaille aussi sur les vies antérieures, et souvent ça se rejoue aussi à ce niveau-là. Une des solutions par rapport à ça, c'est de dire au revoir à votre passé, enfin des vies antérieures en tout cas. Ensuite, deux grandes peurs qui sont identifiées en général en coaching, c'est la peur de l'échec et la peur de la réussite, ou la peur de la réussite. Donc souvent, j'ai peur d'échouer, et c'est ce qu'il faut mettre en lumière chez notre client quand on l'analyse dans sa structure. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel est le risque? Ce sont des questions que je pose quasiment systématiquement pour identifier ensuite la croyance qui est derrière. Et souvent, je vois aussi qu'il y a une peur de la réussite, peur de si je réussis, que ça soit un vide derrière et qu'il n'y ait plus rien. Et du coup, je préfère me mettre en situation d'échec, ou en tout cas de non-réussite ou de sabotage, pour ne pas faire face à ce que je crois être le vide derrière. La colère. Alors, c'est lié, le déclencheur, c'est souvent c'est l'injustice ou l'impuissance, un obstacle à mon objectif ou à mes valeurs. Alors voilà, un petit bonhomme en colère. La fonction, c'est de défendre son territoire, ses valeurs et son intégrité. Généralement, donc, on a une valeur qui est bafouée, c'est ce qui fait que la personne est en colère. Donc, quand je fais le lien donc, avec les niveaux logiques, vous avez les valeurs. Si la personne est en colère, voilà, on aura une congruence. Si on a créé une injustice ou une impuissance, à ce moment-là, il y a évidemment ce qu'on appelle une congruence entre ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Et l'important, c'est de voir la logique aussi, de connaître les émotions. S'il me dit à ce moment-là qu'on a bafoué sa valeur, s'il me dit qu'il est triste, ça pourrait l'être, mais c'est pas forcément congruent. Besoin de poser des limites, de s'exprimer, de se sentir entendu. Voilà, entendu, qu'il faut être entendu. Et enfin, un besoin, une action de changement. Ça va amener à du changement, il faut poser des limites. La tristesse, elle est liée à la perte, donc le déclencheur, c'est la perte. Madame Tristesse. La fonction, c'est d'exprimer sa douleur. Le besoin de réconfort, besoin d'être seul, l'un ou l'autre. Parfois, on a besoin de le vivre en intériorité ou de se sentir réconforté par quelqu'un d'autre. Et l'action, en tout cas en coaching, face à quelqu'un qui vient de vivre une perte, que ce soit séparation, un deuil réel, une mort, la perte d'un emploi, c'est d'être d'abord dans l'écoute, dans la présence et lui amener ce réconfort, le laisser parler. Pour moi, à ce moment-là, il n'y a pas forcément dans ces séances-là, quand la personne est réellement dans une tristesse profonde, un besoin de faire une prise de conscience majeure, mais peut-être plutôt d'être plus dans l'empathie et le réconfort pour le client. Bien sûr, après, on va avancer. La joie, la réussite, la réalisation de soi, donc ça c'est le déclencheur. Réussite, c'est chouette, réalisation de soi, c'est parfait. La fonction, c'est d'extérioriser. On a besoin de le partager, voilà, avec d'autres. Et l'action, c'est d'entrer en relation, se rassembler. Donc voilà, soyons dans cette joie d'être tous ensemble et aussi nombreux ce soir. Bibliographie pour terminer. Alors, c'est un livre en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français, mais je l'ai trouvé intéressant. Coaching Questions, A Coach Guide to Powerful Asking Skills, de Tony Stoltzfus. Et par rapport aux émotions, la puissance des émotions, j'aime bien aussi ce livre de Michel Larrivé. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Votre vision ne devient claire que lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, de Carl Gustav Jung. Merci de votre attention et un très joyeux anniversaire à ICF Synergie. Un grand merci Christine pour cette présentation passionnante sur la puissance du questionnement
J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie et elle est également présidente de l'ICF Tunisie. Bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux partager avec nous quelques réactions de ce soir? Bonsoir Christine, bonsoir Yetis. Effectivement, il y a eu énormément de réactions et surtout quand vous avez posé les questions, il y a eu énormément de réponses. Et là, vraiment, c'est des commentaires élogieux à ton égard, Christine. Elsa dit génial, merci pour la belle présentation. Un grand merci pour cette intervention de la part de Maryse. C'était super. Merci, j'aurais beaucoup aimé passer plus de temps sur les niveaux logiques. Là, c'est Artie qui le dit. Merci Christine, c'était bien instructif. Merci Nefissa Yotis de Marie-Anne. Merci, présentation très riche, passionnante. Merci pour ta générosité Christine de la part de Karine. Donc, énormément de compliments vraiment à ton égard. Et ça continue, ça continue. Magnifique, concentré d'intelligence et d'apport de la part de Fabienne. Donc, vraiment, voilà, effectivement. Mais il n'y a pas de question pour le moment là. C'est vraiment des compliments à ton égard, Christine. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour la puissance de vos questions lors de vos séances de coaching et que ce sujet vous aidera au développement de votre pratique de coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et augmenter nos niveaux de dopamine. Mettez des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout n'hésitez pas à partager vos infos sur le sujet juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Christine, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui viens de le dire. En fait, je vais le répéter, que ça contribue à un monde meilleur. Voilà. Merci Christine, merci Nefissa, merci à vous toutes et tous. Au revoir.